La commune de Saint-Hélaud, située en Centre-Bretagne, a connu du XVIIe au XIXe siècle une industrie florissante liée au lin. L'activité du tissage de toile et la pierre de schiste ont érigé un patrimoine architectural particulier. La maison du XVIIe siècle présente une façade asymétrique car les ouvertures sont disposées selon l'organisation intérieure. La proportion de celle-ci varie selon les pièces à éclairer. L'ouverture de la pièce de vie est ainsi plus grande que celle du grenier ou de l'étable. De gros blocs de quartz constituent le soubassement du mur, car les fondations n'existaient pas à cette époque. Les ouvertures ne possédaient pas encore de vitrage. C'est un système de grilles imbriquées dans la maçonnerie qui permettait de se protéger de l'extérieur. La poutre maîtresse du plancher est portée directement par les murs. L'encadrement des portes est le plus souvent à arc cintré à 2 rouleaux. On peut rencontrer une double porte, l'une pour entrer dans la partie habitation et l'autre pour les dépendances. La date de construction du logis est gravée sur la clé de voûte. À cette période, les formes arrondies et droites se côtoient. La maçonnerie est montée en moellons de schiste et quartz entrecalés avec un mortier. Ici, l'exemple de joints d'origine, pleins, cohabite avec des joints neufs, malheureusement traités en creux. À cette période, la pierre devient le reflet du statut social. En témoigne cette maison de marchand de toile. Son porche comprend une grande ouverture pour les véhicules et une plus petite pour les piétons. Vous voyez ici que le granit et le schiste s'harmonisent dans la construction. La recherche de symétrie nous indique que cette façade est du XVIIIe siècle. Le bâtiment a connu de légères modifications. L'une des ouvertures a été élargie tout en respectant l'utilisation de matériaux d'origine. Les jambages de cette ouverture sont taillés pour accueillir des contrevents dont les gonds sont encore visibles. Ce deuxième bâtiment a reçu un traitement soigné avec l'apport de nouveaux détails pour l'époque. Le perron, constitué de quelques marches pour accéder à la porte, et l'imposte maçonné, cette partie fixe et vitrée qui permet d'éclairer le hall et l'escalier. La toiture s'orne de lucarnes ouvragées de décors différents. Le fronton est mouluré et de forme triangulaire ou arrondie. La corniche courant sous la toiture est en pierre de granit moulurée. La maçonnerie de la façade principale est soignée avec un appareillage régulier, alors que celle du pignon est montée en moellon. Le souci de l'apparence est frappant. Cette autre maison de marchand de toile possède une entrée avec 2 piliers entourés de hauts murs, qui structurent l'espace entre la propriété privée et l'espace public. La maison reflète l'aisance sociale du constructeur, avec son allure imposante et la recherche de symétrie entre les travées et les niveaux. Une tradition se lit sur la façade avec l'apparition d'une niche à vierge au-dessus de la porte pour protéger la maison et ses occupants. La statue représente une Vierge à l'enfant de style Henriot. Le décor autour de la niche peut parfois être ostentatoire. Cette autre maison est composée d'un rez-de-chaussée et de 2 étages. Le premier étage accueille la partie habitation. Un escalier en schiste avec une rambarde pleine maçonnée permet d'y accéder. Le rez-de-chaussée abrite notamment le cellier identifiable avec sa porte à la base arrondie pour le passage des tonneaux. Dans les fermes de cette époque, le logis et les dépendances agricoles sont 2 bâtiments distincts. Ici, ce logis possède 2 fenêtres symétriques au rez-de-chaussée qui accueillent ainsi une salle et une chambre séparées. C'est le tout début du cloisonnement de l'espace privé dans l'habitat modeste. La notation IHS est le monogramme du Christ qui se veut protecteur des lieux. La combinaison porte-fenêtre-gerbière rythme toujours la façade et ceci jusqu'au début du XXe siècle. Les principales caractéristiques de mise en œuvre sont la maçonnerie en appareillage régulier de schiste, la symétrie apparente des pieds droits des ouvertures, la ferronnerie simplifiée avec des barreaux emboîtés entre le linteau et l'appui.
Deux détails retiennent notre attention sur la manière dont les animaux étaient attachés, l'anneau traditionnel et la pierre de maçonnerie trouée. Cette maison de maître de 1803 dégage une architecture élaborée, notamment par son volume, son étage habité et ses nombreuses fenêtres. Au niveau de la mise en œuvre, nous observons quelques détails soignés. La maçonnerie montée en lits rangés avec une alternance de schiste et de granit. Le linteau à anse de panier, la pierre de taille régulière et calibrée. Sur la façade de cette maison, nous observons deux nouveaux matériaux qui annoncent la modernisation de l'habitat rural. D'une part, la brique. Ce matériau de terre argileuse cuite apparaît sur les façades de la fin du XIXe siècle jusqu'à la première moitié du XXe. La brique, pleine, est laissée apparente et utilisée comme un matériau de parement pour les encadrements ou modifier les ouvertures. D'autre part, le béton, une roche artificielle, et le ciment, un liant, font leur apparition au cours du XIXe siècle dans la mise en œuvre des encadrements des baies. L'appui massif en béton, en forte saillie, voulait empêcher l'eau de ruisseler sur la neige. Ici, le béton est sculpté en cherchant à copier les moulures du XVIIe siècle. L'ordonnancement de la façade apparaît symétrique en gardant des ouvertures plus hautes que larges. La maçonnerie est montée en pierre de schiste et de quartz. Cette dernière est une roche blanche et dure se présentant sous forme de blocs peu taillés. La tradition de la niche se poursuit, seul le matériau change. Ici, par exemple, le socle et le toit bâtière sont en béton. Cette maison a été reconstruite en 1944 à la suite d'un incendie. Nous constatons une maçonnerie de pierre tout venant avec un mortier et des joints au ciment. La mécanisation de la taille des pierres a entraîné une banalisation du bâti en milieu rural.